je reçois exceptionnellement deux invités, Françoise Godel, Alain Dejour. Merci à tous les deux. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir Pascal. Alors, moi je m'appelle Françoise Godel, j'ai 62 ans, bien sonné d'ailleurs, et je fais plein de choses. Euh, mon... J'ai changé de vie il y a une grosse dizaine d'années pour m'intéresser à l'entraide entre les gens pour arrêter de fumer, parce que j'étais une ancienne grosse fumeuse. Donc, je me suis formée, j'ai appris plein de choses. Et, euh, Et je trouvais qu'on manquait beaucoup de solidarité dans ces moments qui ne sont pas des moments faciles dans la vie quand on sort d'une addiction aussi puissante que celle du tabac. Et donc, ben, j'ai fait ce métier-là. Et avant, j'ai fait plein d'autres métiers. Je suis quelqu'un d'un peu curieux, j'aime bien découvrir. Et je pense que dans la vie, on peut toujours apprendre. Donc, voilà, c'est ça que je suis. J'ai trois enfants et j'ai quatre petits-fils. D'accord. Merci. Et toi, Alain? Alors moi, je m'appelle Alain Desjours, j'ai 70 ans et demi. Là, j'arrive à un âge où on recommence à compter les demi, comme quand on était petit. Moi, alors, j'ai aussi changé plein de métiers, en fait. Hein. Quand j'étais petit, je voulais devenir conducteur de train, puis ingénieur dans l'astronautique. Et finalement, j'ai fait professeur d'allemand. Mais à peine j'étais professeur d'allemand que je me suis intéressé à l'informatique pour l'allemand, informatique pédagogique. Et puis, finalement, je suis devenu professeur d'informatique pour les enseignants. Voilà. Et puis, je me suis lassé, de l'éducation nationale et j'ai essayé de voler de mes propres ailes. Voilà. Alors, il y a une chose venant justement de l'éducation nationale, il y a une chose que j'ai découvert dans le privé, c'est les métiers. Et j'ai découvert une passion pour les métiers et j'ai passé le plus clair de ma vie à fabriquer des outils numériques pour des métiers, pour des entreprises, pour des métiers. Et un jour, j'ai rencontré Françoise et euh, à ce moment-là, elle était responsable de la validation des acquis d'expérience en Bretagne. Et c'est quelque chose que j'ai découvert à ce moment-là. Et je me suis mis aussi à fabriquer des outils autour de la reconnaissance en fait des compétences qui étaient acquises finalement par l'expérience. Et quand Françoise a arrêté de fumer, j'ai arrêté de fumer aussi, mais moi j'étais pas un gros fumeur. C'était pas une difficulté pour moi d'arrêter de fumer. J'avais pas compris l'addiction. Et j'ai découvert l'addiction au tabac à travers l'arrêt de Françoise. Et j'ai découvert l'entraide aussi. C'est-à-dire, à travers ces groupes dans lesquels on est allé, j'ai découvert combien c'était difficile d'arrêter et combien le lien qu'on pouvait construire virtuellement, déjà, était utile. Voilà. Et voilà. Et donc, du coup, bah, de fil en aiguille et d'addiction en addiction, on a aussi fondé une association qui s'appelle France Nation Expert Addiction, où on va, et c'est là que ça boucle en fait sur les débuts, où on va certifier en fait des compétences de personnes qui font du travail pair dans les addictions, donc une certification qui leur permet d'intervenir auprès des équipes pluridisciplinaires comme ex-usagers rétablis, mais surtout avec des compétences validées, donc en sécurité. Alors, c'est intéressant parce que vous venez de nous faire plonger dans un univers que certains connaissent bien, d'autres pas du tout, celui de l'entraide, et l'entraide appliquée aux soins ou appliquée à l'usage de substances ou de comportements. Tu as expliqué que tu avais rencontré Françoise. Manifestement, tu n'as pas fait que rencontrer Françoise sur les sujets de modélisation et
d'appréciation des acquis d'expérience. Je crois que vous partagez finalement aujourd'hui une partie de votre vie, c'est ça? Oui. Oui. Ce qui veut dire que c'est plutôt sympa. Vous vous connaissez, vous avez associé vos intérêts, et puis vous vous êtes donné envie d'aller plus loin. Donc aujourd'hui, Je ne fume plus est une plateforme. C'est par cette plateforme que je vous ai rencontré, qui aide des usagers, des fumeurs, parfois des patients qui ont des pathologies respiratoires, qui doivent arrêter de fumer, et donc vous les accompagnez pour qu'ils s'éloignent moins douloureusement de leur habitude de fumer. C'est ça, Ouais. Oui. Oui. c'est Je ne ça. fume plus, c'est avant tout un groupe Facebook, parce que quand on avait créé un site internet avec un forum, etc. Et puis, on s'était rendu compte que c'était limité, parce que plus les gens sont loin de l'arrêt, plus c'est difficile aussi de les toucher. Et il y a un endroit où sont les gens, ce sont les réseaux sociaux. Et donc, on a créé un groupe sur Facebook, on était 7. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 personnes qui sont passées par ce groupe. Il y a 24 000 membres actifs. Et le but du jeu, c'était de faire de l'information, bien sûr. Je te disais qu'apprendre, c'était important. Apprendre quand on sort de quelque chose de douloureux pour nous, mettre du sens, comprendre ce qui se passe, c'est quelque chose d'important. Mais aussi ne pas être seul avec son vécu. On ne se rend pas compte, mais beaucoup de gens sont extrêmement seuls par rapport à une problématique comme une sortie d'addiction, comme aller mieux, plus se respecter, plus se croire en soi, avoir une meilleure estime de soi-même. C'est pas que arrêter de fumer, il y a plein de choses qui vont avec. Mm. Et donc, cette solitude-là, il faut la briser. Et ensuite, faire partie d'une communauté, c'est quelque chose de vachement chouette. Alors, Alain parlait de lien virtuel. Moi, j'aime pas ce mot-là. Un lien, c'est un lien. Quand les gens se rencontrent en vrai, euh, sur on organise des rencontres avec ce groupe, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On continue la discussion qu'on a eue la veille via, via des mots tapés. On se tombe dans les bras, on se reconnaît, euh, on forme comme alors, ça fait un peu cucul-à-praline de dire ça, mais une communauté familiale. Et ça, c'est très important parce que les liens humains de base, cette solidarité entre les gens, quelquefois, on a du mal à la retrouver. Et c'est ça, je ne fume plus. Avant tout, c'est de la solidarité pour s'entraider, pour arrêter de fumer et pour arrêter de mourir du tabac. C'est ça le but du jeu. D'accord. Alors j'entends des mots importants. Nous sommes sur une période où l'été se termine. J'avais lancé l'idée de faire des interviews que j'avais appelé hypno-estival, puisque nous Mm. sommes en été, que je pratique l'hypnose. Mais finalement, ce que j'ai vu dans ces interviews, c'est que très souvent, on n'a pas du tout parlé d'hypnose. On a parlé du lien, le lien qu'on établit, nous, avec un patient ou avec un usager, et vous, un lien que vous entretenez dans une communauté Mm, qui a pris un rôle de véritable support identitaire. On se reconnaît, en fait. mm, Je sais que quelqu'un qui a vécu mon histoire, j'ai pas besoin de lui raconter, il la connaît. C'est ça l'idée. Dans l'hypnose, on est dans un rapport parfois qui va être beaucoup plus intime. On va être avec une personne seule. Mais l'hypnose va être un outil, reste un outil. Donc, ce que j'aime bien dans ce que j'entends déjà, ce sont les mots rencontre, le mot entraide. Alors, quels sont les mots qui existent pour traduire ça? Quels sont les mots qu'on utilise aujourd'hui? On va pas dire patient expert pour le tabac, on va dire quoi? Je laisse répondre Alain. Alors, globalement, on est dans le travail pair. C'est-à-dire que une personne, j'aime pas dire fumeur, c'est-à-dire, j'aime pas réduire les gens à une activité ou à une addiction, parce que sinon on va dire fumeur comme on dirait cancéreux ou comme on dirait autiste. Hein. Donc c'est réduire les personnes à finalement une problématique qu'ils ont. Hein, mais ce que j'aime à dire, c'est que euh, une personne qui fume, c'est une personne qui ne fume pas, qui fume. Et l'idée, c'est effectivement, dans ce que disait Françoise, c'est de retrouver cette personne. Cette personne se retrouve. En arrêtant de fumer, elle va se retrouver.
Et c'est tout un chemin. C'est tout un chemin où il faut se débarrasser, en fait, d'un certain nombre de dépendances. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans d'autres addictions. Mais le tabac, c'est un peu particulier parce que c'est une addiction qui n'est pas stigmatisée. Donc, avec une offre qui est très, très disponible. Et c'est quelque chose qu'on va commencer à l'adolescence, alors que notre système nerveux central, il est à demi-maturité, et qu'on va poursuivre dans sa vie d'adulte. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui accompagne en fait toute une vie d'adulte. Et c'est pas facile de se re- retrouver. Et c'est ce à quoi on aide un peu les gens. Alors, tu as dit une première chose que je trouve essentielle. On ne va pas réduire quelqu'un à ce qu'il fait, mais on va le considérer comme ce qu'il est. On est d'accord. C'est ça. Ton image de dire le fumeur est un non-fumeur qui fume, c'est absolument fabuleux. Hum, Parce qu'effectivement, vu qu'il est non-fumeur, il peut ne plus fumer. On est bien d'accord. Comme il hum. était avant de fumer. Voilà. Donc, père, quand on parle de père aidant, on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est dans une notion d'accompagnement. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est d'avoir fait le lien avec la certification. Ça veut dire que on va s'appuyer sur une personne qui a compris ce qu'était le problème, puisqu'elle a Hum, travaillé dessus. On fait la même chose dans les problèmes d'alcool avec des patients experts, avec le milieu de la psychiatrie maintenant. Et puis, je refais le lien avec l'hypnose. Tout le monde peut apprendre à utiliser l'hypnose, mis à part hum. que pour l'utiliser, il faut connaître la clinique et il faut comprendre quelle est la clinique des patients. Ça demande d'apprendre. Voilà. Donc, ça nous rejoint dans ce qu'on a dit tout à l'heure. On a besoin d'apprendre. J'aimerais que l'un et l'autre, vous puissiez me dire, si vous êtes d'accord, euh, quelle est la personne, quel est le regard ou le souvenir que vous avez qui a été marquant dans votre histoire, que ce soit marquant avec votre activité pour aider les patients par rapport au tabac ou autre chose, mais un regard qui aujourd'hui reste essentiel dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Il y a plein de choses qui ont été marquantes dans nos histoires. Plein, plein de choses dans l'histoire de Je ne fume plus. Ou d'autres choses, en dehors de Ouais. l'histoire de Je ne fume Moi, plus, je vais te peut-être raconter il y a quelque 5 chose ans, de il y a Je ne... 30 ans, voilà, sans problème, ça peut être un patient, ça peut être un usager, ça peut être quelqu'un d'autre, un regard qui aujourd'hui reste pour vous essentiel. il y a quelques années, j'ai décidé de... Donc, je ne fume plus, était en route. Je passais beaucoup de temps dessus. On passe beaucoup de temps dans ces endroits-là. Et j'ai fait un DU de tabacologie. Et donc, j'allais me former 2 jours par mois à la tabacologie. J'étais assistante parlementaire à côté. Et je voyais bien le regard de mes condisciples qui étaient tous des professionnels de santé. Et pour eux, j'étais ouais, une gentille fille, comme on dit, quoi. Avec la moitié de ma face bonne sœur et l'autre, bon, c'est pas grand-chose. Et quand je disais que j'animais un groupe Facebook, ben, les gens riaient ou souriaient. Et donc j'ai fait ce DU, je l'ai eu d'ailleurs, brillamment. Et ensuite, je me suis dit, tiens, je vais faire un diplôme d'addictologie parce que ça m'intéresse, tous ces trucs-là, j'ai envie d'apprendre. Donc je me suis inscrite au DU d'addictologie et j'arrivais pas à contacter la secrétaire. Et j'avais vu sur Twitter que le responsable de ce DU s'appelait Michel Reynaud et qu'il allait, ses DM étaient ouverts, donc je lui ai écrit. Je lui ai dit bonjour, monsieur le professeur, je cherche à m'inscrire, j'arrive pas à trouver le mail où envoyer ma candidature, est-ce que vous pouvez m'aider? Il me dit bonjour madame, mais oui, bien sûr, adressez-moi un mail avec les éléments, je vais les transmettre. Je le remercie chaleureusement, je prends son adresse mail, je lui écris. Une demi-heure après, j'étais en train de déjeuner, mon téléphone sonne et c'était ce monsieur. Et il me dit, mais c'est super ce que vous faites, c'est vachement intéressant, etc., etc. Et pour moi, sans tabac, là, qu'est-ce que vous pensez faire? Vous avez des idées? Je lui dis, mais écoutez, on peut faire quelque chose ensemble.
Et c'est comme ça qu'a commencé cette histoire avec le Fonds Action Addiction. Moi, je ne savais pas du tout qui était ce monsieur. Je l'ai appris un an ou deux après sur Wikipédia qui il était. Pour moi, c'était Michel. Et donc, on a commencé à faire des lives ensemble. Et c'est quelqu'un qui nous a apporté énormément. Parce que c'était un grand addictologue. Et c'était quelqu'un qui était profondément humain. Et qui croyait profondément à tout ce que pouvait être euh, justement ces liens entre les gens qui peuvent faire soin, qui peuvent aider à avancer. Et cette rencontre, pour moi, a été fondamentale. Ça fait partie des rencontres fondamentales dans ma vie. Il y en a eu d'autres, hein. Mais dans ce cadre-là, elle a été fondamentale. Parce que il nous a vraiment accompagnés pour, euh, pour, pour croire un peu plus en ce qu'on faisait. Et ça a été quelque chose d'essentiel pour nous. Et puis, qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi, en plus. Et ça, c'était la cerise sur le gâteau. Donc, c'est un souvenir joyeux. Mm. T'as un beau souvenir, ça veut dire qu'il a cru en vous Ouais, et il ouais, vous a tout à fait. soutenu. Tout à fait. Et puis, Hmm. je crois qu'il nous a bien aimés. On avait besoin de ça. On avait besoin de cette reconnaissance chaleureuse. C'était ça, Michel je crois. Reynaud est décédé il y a un an, Oui, c'est plus ça? que ça. Et quand on a vu la communauté, comment les gens se 4 sont ans. exprimés, hein, c'est ça? Il y Ouais, a 4 ans. il y a 4 ans maintenant. Quand il est parti, on a entendu ça. C'était flagrant. C'était Mm. des témoignages humains qu'on entendait. Ouais, tout à fait. C'est un joli souvenir. Mm. Alain, est-ce que tu as, toi, un souvenir, une pensée, un regard? En fait, j'allais évoquer la même personne. J'allais parler de Michel Reynaud, qui, bah, c'est vraiment, du coup, oui, je l'ai découvert aussi grâce à Françoise, hein. Et euh, pour, euh, pour des raisons, je dirais, de manque dans mon histoire familiale, j'étais toujours à la recherche d'un père, c'est-à-dire que dans, dans toutes mes activités, j'ai rencontré des pères. Donc cette fois, mais pas PAIR, et des pères. Et quand je faisais de l'informatique pédagogique, quand j'étais dans les entreprises, voilà, j'étais toujours à la recherche d'un personnage paternel. Donc il y a eu une succession comme ça. Et Michel, du coup, c'était un peu le dernier. C'était un peu le dernier de cette série. Et j'ai vraiment aimé travailler avec lui. Finalement, tous les deux, vous avez évoqué le mot lien plusieurs fois. Tu as parlé tout à l'heure, Françoise, d'un lien, et tu as dit le lien fait soin. Le lien fait soin, devient soin. Mm. Et toi, tu nous dis, Alain, tu évoques un lien avec la notion de père, un lien quasi filial, et donc moi je pensais à ce moment-là peut-être à un lien sécure. Mm. Est-ce que tu es Mhm. d'accord avec cette idée-là? Oui, 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 oui. Michel disait aussi que l'addiction, c'est une maladie du lien. Et je crois qu'il avait raison. Mm. Donc tous les deux, vous avez l'image d'un homme qui facilitait la construction des liens pour qu'ils soient aidants, qu'ils soient sécurisants, qu'ils soient thérapeutiques. Mm. Aujourd'hui, quand je vous parle, quand je vous invite et que vous voyez le mot hypnose, comment vous le voyez, le mot hypnose, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce que vous faites, puisqu'on a travaillé ensemble sur la plateforme. Comment vous l'approchez, cette hypnose? Avant de te connaître et avant d'assister à, à l'ensemble des conférences que tu as organisées, pour moi, l'hypnose, c'est un gadget. C'est-à-dire on pouvait, ça pouvait marcher sur certaines personnes un peu crédules. C'est ça que je pensais. J'avais été consultée pour arrêter de fumer moi-même. Un hypnothérapeute, et ça s'était très mal passé. En te rencontrant, il m'avait dit que j'étais pas hypnotisable, sortez madame, circulez. Voilà. Et en te rencontrant, et rien qu'en ligne,
je me suis rendu compte que j'étais extrêmement sensible à l'hypnose. Au contraire, au contraire. Et j'ai j'ai découvert que derrière ce mot-là, il y avait un ensemble de pratiques, un ensemble d'outils qui pouvaient être ô combien utiles aux personnes euh, qui souffrent d'une addiction, parce que là, il s'agit d'addiction, mais qu'importe. Et, euh, et donc, j'ai changé complètement ma façon de voir l'hypnose. J'ai changé aussi ma façon d'appréhender euh, l'hypnose comme une technique où les gens rentrent en transe, enfin, tu vois, toutes les images que je pouvais avoir. Et je me suis rendu compte que l'hypnose, c'était tous les jours et ça peut être ici et maintenant. Et ça a changé aussi les choses. Parce que quand des personnes, sur le groupe, on a des personnes de tous univers, on va dire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre, pour mettre en œuvre des pratiques d'hypnose. Il n'y a pas besoin euh, de, de, de beaucoup de matériel. Il n'y a pas besoin de plein de choses. Pas besoin de médicaments, il n'y a pas besoin de tout ça. Et on se rend compte que des gens qui sont en souffrance, par exemple, du manque d'un produit ou d'un comportement, peuvent trouver dans des pratiques d'hypnose vraiment des outils qui vont les aider à consolider les choses, mais aussi à changer leur regard sur eux-mêmes, à avoir plus, prendre plus conscience de leurs propres valeurs. Et pour moi, c'est comme ça que mon regard a changé. Alors moi, je ne suis pas, je pratique pas du tout, je connais pas, mais c'est quelque chose qui m'a intéressée. Et je me suis dit que j'allais lire un peu à ce sujet parce que ça m'intéresse. Et j'ai l'impression d'avoir un champ inconnu pour moi. C'est un peu comme quand j'ai arrêté de fumer, que je me suis mise à comprendre des trucs et que je connaissais rien, mais alors rien du tout, quoi. Moi, j'étais une grosse fumeuse, c'est tout. J'ai jamais fumé, hein. Les trucs pas fumeurs, quand je fume pas, ça marche pas pour moi, hein, du tout. Moi, j'étais une fumeuse, c'était mon identité. C'était un morceau de moi. Et je vivais le fait d'arrêter de fumer comme si on allait m'amputer. Voilà. Les petites phrases, ça marchait pas. Et donc, je pense que, et quand j'ai appris tout ça, je me suis dit, oh, mais il y a plein de choses à découvrir. Et du coup, j'ai été chercher, et je cherche encore. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'apprends. Et je suis heureuse de découvrir. Et là, j'ai l'impression d'avoir quelque chose à découvrir encore. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et voilà, c'est ma perception de l'hypnose. Et c'est marrant parce que et je reviens avec ce que disait Alain, après je me tais parce que moi je suis bavarde. Euh, Donc, tu as parlé du père. Et le premier live qu'on a fait avec toi, où tu nous as fait en ligne nous mettre dans un autre parc hein, qui nous protégeait, je me suis retrouvée dans les bras de ma grand-mère. C'était un rêve que j'avais fait quelque temps avant. J'avais eu une sensation de bien-être terrible, comme un bébé dans les bras rassurants de sa grand-mère. On retrouve un petit peu ça. Et ça, c'est une sensation que j'ai eue pendant le live, alors qu'on était en représentation. Je veux dire, il y avait des gens qui regardaient et tout. Hein. Je l'ai ressenti profondément. Et tout à l'heure, j'y pensais encore, et j'ai encore en moi cette sensation-là. C'est-à-dire que je n'ai pas perdu le bénéfice, en tout cas, le bonheur de cette sensation. Et c'est ça pour moi l'hypnose, tu vois? C'est être capable de ressentir dans mes tripes ce type de choses. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qu'il y a quelque chose à découvrir. Je te passe la parole, Alain, parce que je parle trop. Alors, l'hypnose, c'est pareil, François, moi, enfin, je la pratique pas, j'ai pas appris à la pratiquer. Mais il y a une chose que j'ai compris, euh, je crois que c'était la toute première fois quand on avait parlé ensemble. On était à Nancy, je me rappelle très bien de ce moment-là. On était à Nancy sur la place Stanislas et tu m'avais invité pour parler justement de cette certification de patient expert. Et auparavant, tu avais évoqué
des situations. Et pour moi, il y a un exemple que tu avais donné qui était lumineux. Tu avais évoqué un travail que tu avais fait avec des aides-soignantes dans un EHPAD où finalement, à travers l'hypnose, tu leur avais appris à être là, hein, ne pas avoir d'intention, ne pas avoir de peur quand elles ouvraient la porte d'une personne qui était d'un résident, ouais, ça, on dit un résident, mais simplement à être là. Et juste ça, moi, ça m'a énormément apporté et c'est quelque chose que j'ai transmis aussi. Par exemple, quand on fait les formations des animateurs sur Je ne fume plus, et qu'ils sont des fois par rapport à des questions qui les dérangent, qui sont posées sur le mur du groupe, et des questions qui les dérangent, ils ne savent pas quoi répondre. Et je leur dis, eh bien, déjà, montrez que vous êtes là. C'est-à-dire, vous pouvez liker, vous pouvez répéter peut-être une phrase qu'a dit la personne, euh, simplement dire un mot d'encouragement, mais juste être là. Parce que c'est important pour cette personne, si elle a fait une publication, elle a besoin de voir qu'elle a été lue et entendue. C'est essentiel. Et donc, cet être-là, je l'utilise aussi euh, pour tout ce qu'on fait dans les accompagnements, parce que être là, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, dans l'entretien motivationnel. C'est-à-dire, c'est vraiment être profondément là, et que dans l'écoute. Hein, c'est juste ça. Et alors, à un moment, j'aurai du temps et je pourrais peut-être aller plus loin dans l'hypnose, mais ça m'a déjà follement aidé. Juste ça. Tous les deux, vous la décrivez comme vous l'avez ressenti. Et c'est intéressant, c'est très juste, c'est très vrai. Quand tu parles, Françoise, et quand tu dis que tu retrouves aujourd'hui, quand on l'évoque, des sensations identiques, ça veut dire que tu te remets en Tout à présence fait, de ce qu'on a pu tout à fait, faire. Nous tout à fait. sommes tous les trois, comme on a été la première fois. Et donc, ça relie vraiment ce que vous venez de dire tous les deux. Je pense que la présence, elle ouvre le lien. Mm, Et en fait, on est surtout là pour l'autre. Et mm, si on ressent notre présence et qu'on la fait partager, alors l'autre qui est avec nous, qu'il aille bien ou pas bien, il ressent qu'on est là. Euh, le lien, c'est une passerelle, je le vois vraiment comme ça. Chacun du côté de la passerelle. Certains vont se regarder d'un côté et de l'autre, d'autres vont s'en servir pour traverser, d'autres vont aller chercher l'autre pour le faire traverser. Moi, je crois que quand on regarde, je me rappelle d'un article qu'on avait écrit avec Gérard Osterman en 2012, on avait écrit sur les pères aidants et sur la père aidance. Et on avait souligné le fait qu'à un moment, on a besoin d'être pris par la main, d'être accompagné. Et il y a un moment, on pourra se lâcher la main. Mais pour pouvoir prendre la main, il faut être présent. mm, Et donc, comme tu dis, et tu le résumes bien, Alain, je suis là, ça veut dire je suis là pour vous. mm, Dans une chambre avec une personne qui perd l'esprit, il peut y avoir de la peur, de la colère quand on va ouvrir la porte et voir la canne qui monte. Et se sentir présent pour aider cette personne, c'est pas comme avoir peur d'être tapé. mm, Et donc, ça va permettre à celui qui entre de ne pas entrer dans la peur, mais d'entrer dans la présence. Et puis après, évidemment, c'est pas toujours simple. mm. Euh, oui, on a travaillé ensemble, on s'est vu plusieurs fois, et puis vous avez été présent à beaucoup de conférences, beaucoup de séminaires. Donc, c'est comme ça qu'on apprend, en fait. C'est d'être confronté à la situation, à la réalité. Je trouve que c'est riche, c'était le but des conférences. Et vous verrez, dans les mois qui arrivent, on va les rendre encore plus ouvertes pour montrer qu'on a besoin d'intégrer le plus de notions et donc faire du soin intégratif, c'est ça en fait. Mm. Finalement, une autre porte d'entrée qui peut créer du lien vers l'autre et qu'on utilise pas mal l'été, c'est l'art. L'art. La nature, qui est de l'art, et puis l'art tout court. Est-ce que vous avez envie, tous les deux, pour cette fin d'été, de donner quelques envies de lire, d'écouter, de regarder? Qu'est-ce que vous donneriez comme piste pour les livres, pour la musique, pour les tableaux, ce que vous voulez? Moi, je lis au moins un à deux romans par semaine. Je suis, depuis que je suis toute petite, j'ai une double vie. J'ai la vie de Françoise Godel
et j'ai un petit bout de mon esprit qui reste toujours dans le roman que j'ai ouvert la veille ou l'avant-veille. Euh, J'adore lire. Ça m'a fait grandir, ça m'a appris plein de choses et ça m'a permis de vivre plein de vies. Oh, de toute façon, sans doute détournée. Ça m'a permis de vivre plein d'aventures. Alors, il y a plein de livres que j'ai aimés, hein, du dernier au tout premier. Il y a un auteur que j'affectionne, enfin, il y a plusieurs auteurs que j'aime beaucoup. J'aime bien les grands auteurs populaires. Quand on a été au Québec, j'ai lu les auteurs québécois avec les grandes sagas. J'adore ça, les histoires de famille, tout ça. Il y a une autrice que j'aime beaucoup, c'est Toni Morrison. Il y a un livre que j'aime beaucoup de Toni Morrison qui s'appelle Beloved et qui tient aussi un peu de l'hypnose, justement. Euh, c'est, euh, on m'avait offert ce livre-là. J'avais lu un bouquin d'elle, mais c'était il y a des années, hein, qui s'appelait L'œil le plus bleu et que j'avais trouvé très beau. Et puis une copine, pour mon anniversaire, m'avait acheté Beloved. Je l'avais posé dans un coin, j'avais lu 3 pages, ça me dérangeait, justement parce que c'était un peu à côté. J'avais du mal. Et un jour, j'avais plus rien à lire et je l'ai pris. Et je suis tombée raide dingue. Et dans ce livre, il y a tout. Il y a un, la souffrance. Il y a deux, la liberté et l'envie de liberté. Il y a l'amour, il y a le lien, et il y a la solitude. Il y a l'autre qui est tellement loin et qui peut être tellement proche. Il y a la peur de se faire approcher, parce que si l'autre est là, encore faut-il que je l'autorise d'être là. Et il y a tout ça. Et ce livre m'avait vraiment bouleversée, bouleversée. Et j'étais sortie de ce livre en me disant, oh, moi jamais je ne prendrai la plume parce cette femme, c'est trop, quoi. C'est trop, trop bien. Et j'étais vraiment, ça m'avait vraiment marqué. Donc, Beloved, ça veut dire aimer, être aimé. Et dans cette histoire, je crois qu'il y a beaucoup, 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 et d'humanité, et de souffrance, et quelque part tout au bout, d'espoir. Et ça aussi, c'est un mot qui est essentiel pour nous, l'espoir. Mm. Ok, donc on le note. Ça sera le livre qu'on va conseiller. Et toi, Alain, est-ce que tu as quelque chose à conseiller, à faire partager? Alors, il y a une chanteuse nazérienne qui me fait beaucoup de bien. C'est Zoé de Sagazan. Mm. J'aime sa voix. J'aime ses textes aussi. Et puis sa simplicité. Elle a été à un moment assistante de vie. Et elle est venue là où on habite, à Malétroit, au concert du Pont du Roc. Donc est intervenante. Et avant, Elle a été à l'EHPAD. Mm. Ce Et, que j'ai vu, tu vois, ce que j'ai vu l'autre jour, mais que je savais pas dans quel contexte c'était. ouais. Euh, Zao de Sagazan, j'en ai parlé dans plusieurs conférences, parce que cet hum, été, dans plusieurs interviews, je hum, la trouve complètement à part. Et Mm. c'est incroyable. Et on l'a vu en concert, dans hum, la chanson qu'elle a reprise de Brigitte Fontaine sur hum, Ah, quelle est belle la vie. hum, C'est tout bonnement magnifique. Donc ça fait du bien, tu as raison, ça fait du bien de l'écouter, ça fait du bien de la voir. Quand je l'ai vu chanter dans cette maison de retraite, j'étais surpris parce que c'était il y a quelques jours. Alors je ne savais oui. pas si c'était des images anciennes ou pas. On sait, Mm. C'était à la fin du mois de juillet. Ouais, c'est c'était extra. en Ouais, juillet. c'est extra. Donc elle donne envie de partager et puis j'espère qu'on la retrouvera un jour dans ce qu'on fait là sur la CCH. C'est pas mal, hein, Ah oui. Oui. Ah oui. Oui. Oui, je oui, oui. crois. Je crois. Ouais. J'ai échangé cet été avec nos interviews avec Rose. Mm. Qui a créé ces posts sur contradiction. Euh, Hum, on a un témoignage extraordinaire sur la souffrance qu'on peut vivre dans l'addiction et hum, comment on peut aller chercher des gens. hum, Et dans sa présentation, elle dit bien, on va se faire souffrir, mais c'est pour aller découvrir quelque chose derrière. Donc on a parlé avec elle de Zao de Sagazan, c'est dans cette hum, interview Mm. qu'on en a parlé. Ça fait du bien de partager ça, je trouve. Ouais, hum. tout à fait. Bien. C'était d'ailleurs une belle interview avec Rose.
Est-ce que tous les deux, il y a quelque chose qui vous attire dans la peinture? Après, je vais vous laisser parce que vous allez continuer à travailler. Je sais que vous avez votre travail ce soir. On a un conseil d'administration ce soir. Euh, dans la peinture, moi j'aime beaucoup Picasso. Et j'ai eu une grande émotion quand j'ai visité le musée Picasso à Paris. C'était il y a quelques années. J'avais traîné les pieds pour y aller. Je me disais, bon, Picasso, on a vu et tout. Et ça a été une grande, grande émotion. Je m- Il y a une liberté dans ces peintures et en même temps une infinie douceur et en même temps un chaos. Il y a tout, quoi. Il y a tout. C'est la vie, la mort, l'amour, la guerre. Et, euh, et ça ne peut que résonner, vraiment que résonner. Et, euh, et autrement, un buste qui est au musée de la Marine à Brest. Je ne sais plus l'autre. C'est un buste magnifique en bronze. Et quand je vais au musée de la Marine à Brest, et que j'arrive dans cette salle et que je vois ce buste d'homme, qui est sans doute un militaire quelconque d'un temps ancien, je n'ai qu'une envie, c'est de lui passer la main sur la tête. Je le fais d'ailleurs. Et c'est à chaque fois un rendez-vous. Un rendez-vous, euh, je trouve que il est parfait. Non pas en tant comme représenté, mais en tant que c'est beau, quoi. C'est beau. Et là encore, on a envie de toucher, on a envie d'être en lien. Alors moi, j'ai envie de te dire, pour jouer sur les deux mots, que je crois qu'on a tous besoin d'être touchés par des choses, Mm, touchés par une sensation, par une émotion, par un regard, et on a besoin d'être touché tout court. mm, Dans les soins, comme tu parlais tout à l'heure des EHPAD, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est de voir soigner des aides-soignantes qui vont mettre de la pommade et qui vont enlever les gants pour tout simplement pouvoir toucher la peau. Et c'est le seul contact que la personne âgée aura avec un humain, parfois. Et donc c'est essentiel, c'est le toucher, être touché. Picasso, tu parles de lui. J'ai vu des œuvres de Picasso il y a quelques jours à Lucerne, dans une très belle fondation. Et, euh, et j'ai la sensation que dans ces tableaux, on voit son art, mm, qui est exceptionnel, mais surtout, il montre les ressources des personnes qu'il peint. mm, Et tout à l'heure, tu as parlé des ressources, en fait. Mm. Dans le travail de l'hypnose, c'est justement aller amener le regard d'un patient vers notre endroit, qu'il puisse regarder ailleurs que l'endroit où il regarde et où il mm, souffre, et lui montrer qu'il a les ressources pour le faire. On va pas le faire à sa place, il va le faire. Et je trouve que c'est ça chez Picasso, dans mm, ses œuvres. Et mm, c'est ça qui, moi, me touche mm, profondément. mm. Et je pense C'est que c'est ça qui magnifique. fait écho chez beaucoup de gens Mm. aussi. Mm. Ouais. Et Alors, toi, Alain? Alors, si on parle de peintre, moi, il y a un peintre qui m'apporte beaucoup d'émotions, c'est Egon Schiele, de l'école de Vienne. Je me perds un peu dans ses peintures. Je me rappelle, comme prof d'allemand, j'avais traîné mes élèves jusqu'à Vienne. Et la première chose que j'ai fait, c'est effectivement de les emmener voir des, des peintures d'Egon Schiele. Euh, qui, ouais, euh, ce ne sont pas des choses très joyeuses, mais euh, c'est très vivant. Il montre des personnes finalement de la vie de tous les jours, et il arrive à des personnes qui sont aussi, je pense, dans des situations de vulnérabilité souvent, et il sait finalement dégager de la beauté de ça. Hein. J'ai lu récemment La route, le roman graphique, sur le livre La route. Et là, c'était trop de noir. J'étais, J'avais presque de la cendre dans la bouche à naviguer dans cette cendre. C'était trop. Je n'arrivais pas à retrouver
la beauté. Peut-être qu'il n'y avait pas de beauté à trouver. La seule beauté, c'était le lien qu'il y avait entre un père et son fils dans une situation apocalyptique. C'était peut-être ça la beauté. Mais j'avais beaucoup de mal avec ça, alors qu'avec Chile, j'arrive plus facilement à retrouver de la beauté dans des situations qui sont pas forcément toujours très, très joyeuses ou esthétiques. Alors, ce que tu dis, Alain, moi je vais rebondir pour dire que quand on voit un patient qui vient nous consulter, le patient ne vient pas nous voir quand les choses vont bien. Va Mhm. plutôt venir consulter quand il ne va pas bien. Et quand quelqu'un nous raconte une histoire qui est son histoire et qui est une histoire triste et qui est douloureuse, je ne vais pas lui dire ah non, non, ah ben non, non, ne me racontez pas ça, c'est trop triste. Moi, j'aime que les histoires qui sont gaies. Non, bien sûr que non. Je ne vais pas me réjouir d'une histoire triste, mais on sait qu'on va partir de cette histoire triste Mhm. pour aller vers quelque chose d'autre. Quand on parle avec Thierry Servilia, que j'avais accueilli dans une conférence, dans une interview, il a écrit un livre où il redéveloppe la notion de soins orientés solutions ou d'hypnose orientée vers les solutions. Et chaque fois que quelque chose est douloureux, on va partir de là. Mhm. Donc ça veut dire que c'est pas du tout une chance de souffrir, et ça veut dire qu'on souffre, on va partir de là. Voilà. On ne peut pas ne pas partir de là. Bien sûr. Mais heureusement, on a vécu avant des choses qui pouvaient être très belles, qui pouvaient être suffisamment belles pour être reprises. Et tu vois l'image que tu as développée tout à l'heure, Françoise, quand tu as parlé de ce que tu avais ressenti en te retrouvant près de ta grand-mère, ce sont ces images qu'on va les rechercher pour qu'un patient qui vit quelque chose de difficile après puisse se réappuyer sur quelque chose qui s'était mieux passé avant. Et C'est donc, on peut certain. avoir des meilleures expériences en reprenant quelque chose de plus ancien. C'est certain, parce que cette image-là et cette sensation-là, parce qu'il s'agit bien de sensation, de ressenti, m'a montré que j'avais en moi la force d'un lien euh, essentiel. Et je pensais, moi, que j'avais grandi sans vraiment la force de ce lien essentiel. Et donc, ce type de sensation, ça fait aussi révélation. Et c'est là que la pratique de ces petits moments d'hypnose pour des gens qui n'y connaissent rien du tout comme moi fait sens et permet d'être beaucoup plus solide pour avancer. Et peut-être qu'on souffre aujourd'hui, mais on a aussi des lendemains. Et ça, c'est important aussi. Et pour revenir sur ce que tu as dit, Alain, euh, quand tu accompagnes des élèves devant des tableaux, alors moi je disais Egon Schiele, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, je disais pas Schiele. Et en fait, quand tu les accompagnes devant un peintre qui, toi, t'a marqué, donc tu les amènes vers quelqu'un qui t'interpelle, qui te plaît, etc., ou qui en tout cas te fait réagir, tu leur montres un outil. Un outil. Tiens, il y a l'outil peinture. Qu'est-ce que je peux en faire? Et puis on va le découvrir. Mais on ne peut pas découvrir quelque chose tant qu'on ne nous a pas ouvert une porte. Ou alors on va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Tout à fait. Mhm. Ça, c'est sympa. Donc globalement, dans ce que vous nous avez raconté tous les deux, tu nous as parlé d'un livre, Françoise, tu nous as parlé d'une chanteuse, Alain, Françoise a parlé d'un peintre, d'un sculpteur, tu nous parles d'un peintre. Ce sont des artistes qui nous permettent aujourd'hui, avec nos histoires tous différentes, euh, et toutes différentes, Mm. de nous retrouver peut-être avec des émotions qui se ressemblent ou pas, mais en tout cas être dans l'émotion. Et c'est ça qui nous relie, même si les émotions ne sont pas les mêmes. Donc je dirais que dans ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, c'est ça, c'est utiliser le lien qui est pédagogique parfois, qui est thérapeutique parfois, mais en tout cas ne pas le laisser partir ce lien. Euh, les liens, j'en parle dans les séminaires, c'est compliqué, c'est passionnant. Euh, je trouve aujourd'hui qu'on a des moyens de communiquer qui aident à établir du lien et d'autres pourraient nous écarter du lien. Il faut se méfier de certains modes d'écriture trop simplifiés, trop euh, modélisés, où on va avoir des mots choisis par une machine, et ce ne Mhm. sont plus des mots. Je redisais hier à un jeune patient de reprendre son téléphone pour parler avec quelqu'un qu'il aime et de ne pas utiliser que des mots qui sont résumés. Ce ne sont pas des lettres, en fait, ce ne sont plus que des mots. Voilà, je pense que c'est important de le rappeler aussi. Oui, c'est important, c'est Hmm. essentiel. C'est ça. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Merci Pascal. On se retrouve dans l'année, il va y avoir plein d'événements, plein de On espère bien. conférences. L'année qui arrive, les conférences seront toutes axées sur la notion de pouvoir
et pour rappeler que l'hypnose n'a aucun pouvoir, mais qu'elle peut permettre de rendre possible les choses. Et je préfère parler de possibilité que de parler de pouvoir. Et on va travailler autour de cette notion-là. Passez une bonne soirée, à très Bonne bientôt et merci soirée, pour votre travail que vous faites sur la plateforme. avec plaisir. Au revoir, À bientôt. à bientôt.